Moi, j'ai cru que j'allais me faire des copines de chimio et qu'on allait papoter. Ouais. Et en fait, Non. il se passe rien. Je mets les bouquins que j'avais ramenés pour lire très rapidement. Donc en fait, c'est que des gens qui sont comme ça, à moitié Parce que comateux. vous ne pouviez pas lire non plus? Non, ça met KO, quoi. Quand on a été face à la mort, on se rend compte que la vie est belle. Bonjour Magdeleine. Bonjour Olivier. La vie est belle? Très belle. Elle est plus belle aujourd'hui? Encore plus aujourd'hui? Oui, je pense. Elle a plus de saveur, en tout cas. Parce que à partir du moment où on se rend compte que la vie a une fin, on le sait, mais jamais vraiment. Et du coup, oui, quand on se rend compte que... Quand on a été face à la mort, on se rend compte que la vie est belle. Vous avez été face à l'idée, cette idée que la mort peut venir vous prendre. C'est quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé avant? Quand on a un diagnostic de cancer, on est vraiment face à la mort, pour le coup. C'est pas... on ne sait jamais si un jour, potentiellement, on est face à quelque chose de réel. Et donc... C'est tout de suite ce qui vient en tête. Ouais. Parce qu'en septembre 2021, on vous a diagnostiqué un cancer du sein. Oui. Mais un cancer plutôt carabiné. Ouais. Il a un terme exact, ce cancer? C'était un cancer agressif, stade 3 ou grade. En fait, il y a une différence entre les stades et les grades, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. D'accord. En tout cas, c'était bien de l'avoir repéré au moment où je l'ai repéré. Le ciel vous tombe sur la tête le jour où on vous annonce ça? En fait, dans la mesure où je n'étais pas préparée à ce diagnostic, moi, je ne suis pas allée voir le médecin pour me faire diagnostiquer un cancer. J'avais d'autres problèmes de santé et j'avais une petite boule là qui se promenait de temps en temps. Oui. Et j'en ai profité d'être à l'hôpital pour montrer, mais sans imaginer une seconde, c'était vraiment pour me dire, ok, j'ai une boule, je l'ai montrée, tout va bien. Donc, j'étais vraiment pas prête. J'ai l'impression que le cancer, il y en a de plus en plus autour de nous, en fait. C'est l'impression que j'ai. Alors moi, je ne sais pas si c'est parce que, du coup, j'ai été concernée par le sujet, mais en tout cas, de ce que j'ai vu après, forcément, mon entourage a évolué. J'ai côtoyé des personnes qui avaient des cancers plus qu'avant. Oui. Et c'est vrai que les diagnostics sont plus fréquents et plus jeunes. Par exemple, le cancer du sein, on va vous dire, faites-vous diagnostiquer à partir de 50 ans, faites-vous dépister. Alors que moi, si j'avais dû attendre 5 ans, peut-être que je serais pas... que dans 5 ans, je n'aurais pas été là pour en parler. Oui. J'ai été assez étonné d'ailleurs de savoir que les contrôles mammaires, ça n'était pas obligatoire. Enfin, c'est conseillé, quoi. C'est conseillé, mais pas avant 50 ans? Oui. En tout cas, ça m'a semblé tard, oui. 50 ans. Oui. Moi, j'ai été contente, en tout cas, d'avoir été diagnostiquée avant. Parce que si j'avais attendu d'avoir 5 ans, vous auriez pu être prise à un moment un stade beaucoup plus avancé. Le temps de s'installer tranquillement. Avant, la vie, elle ressemblait à quoi, en fait, Magdeleine? Elle ressemblait un peu à la roue du hamster. Alors, c'était une très belle roue. J'étais contente d'être dans ma roue. Mais voilà, on est là, on se lève, on va au boulot, on rentre. Voilà, une vie de Parisien ou de Parisienne. Où on est persuadé qu'on fera les choses qu'on veut faire, soit pendant les vacances, qui sont toujours trop courtes pour les faire, ou quand on aura l'âge de la retraite, si on y arrive. En gros, j'étais un peu dans la roue. Et même si la roue était chouette, ça reste quand même une roue. Et du coup, on se rend compte, quand on a une échéance, un ultimatum, on va dire, on se rend compte que non, en fait, on fait pas... ce serait bien de sortir de la roue. Ça veut dire qu'avant cette roue... dans cette roue, vous étiez moins attentive à tout un tas de choses qui sont devenues importantes aujourd'hui à vos yeux. Et à moi-même déjà. Et à vous-même. Ouais. Alors c'est quoi ce rapport, ce nouveau rapport à soi-même? Déjà, je prends soin de moi. Enfin, c'est tout bête, hein, mais oui. Je prends soin de moi. J'ai appris à dire non, par exemple, au travail, que je n'ai plus aujourd'hui, mais quand je l'avais,
voilà, j'ai appris à dire non. Non, je veux pas faire ça. J'ai aussi beaucoup plus pris position. Enfin voilà. Plus de confiance en soi. Ouais, plus de confiance en moi. Et en même temps, j'avais combattu la chose la plus dure à combattre, c'est-à-dire la mort. Donc, je ne dis pas que je me sentais plus ou que j'étais invincible, mais en tout cas, voilà, voilà, à partir de maintenant, vu ce que j'ai surmonté et que je continue aujourd'hui, bah, je peux dire quand je ne suis pas d'accord, je peux aller demander une augmentation à mon patron parce que j'estime qu'il aurait dû déjà Il pensait tout seul. penser tout seul. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça où on se dit, voilà, ou alors je vais partir en vacances, enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui vont faire aussi que, mises les unes à côté des autres, on est bien. Vous vous offrez, je le dis souvent sur cette libre antenne d'Europe 1, pensez à vous offrir des moments à vous et pour vous. Oui. Parce que c'est vrai que quand on est dans la roue, comme vous dites, alors elle tourne, cette roue, donc déjà on est pris par la vitesse, et on n'a pas obligatoirement tendance à penser à soi. Et on a souvent tendance à penser aux autres avant même de penser à soi. Or, c'est très important de s'offrir des moments. Le fait de savoir dire non, c'est aussi s'offrir quelque chose, je trouve. Oui, puis souvent quand on dit oui alors qu'on a envie de dire non, on est un peu frustré en vrai. On va contre soi. Et en général, quand on dit oui alors qu'on veut dire non, il y a des choses qui se passent ici. On est un peu contrarié, on n'est pas bien, enfin voilà. Et puis, et quand vous disiez qu'on pense plus aux autres, on ne pense pas aux bons autres. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément les bons autres, on va dire entre guillemets, ça va être ses enfants, ses amis. Oui. C'est pas à cela qu'on pense en général quand on est dans la roue. Oui. Alors que quand on sort de la roue, on va prendre du temps pour aller voir ses amis, passer des coups de fil, envoyer des petits messages, dire merci à ceux qui nous ont... Dans la roue, on oublie les essentiels en fait. Oui. Et la maladie, en tout cas, l'ultimatum de la mort, vous remet un peu... vous remet les choses à leur place. Et notamment le travail, c'est un outil pour aller bien. C'est pas une fin en soi. Donc voilà, c'est des petites choses qui font qu'on se remet... on se réaligne en fait, sans remettre en cause la roue. On en a besoin de la roue. Oui, bien sûr, bien sûr. En septembre 2021, quand on vous diagnostique ce cancer, la vie obligatoirement bascule, change. On est tout de suite dans une écoute de soi-même, dans le combat pour la vie. On est dans quoi, instantanément ? On est dans... Alors, à titre personnel, je ne sais pas comment font les autres. Je pense qu'on est chacun différent et qu'on réagit chacun. Moi, je me suis mise un peu en mode warrior, où je me suis dit, et un peu, j'ai voulu la faire à l'envers en disant, si je garde un mode, si je reste, on va dire, reprendre l'exemple de la roue, si je continue de rester dans la roue comme si de rien n'était, le cancer, je l'avais un peu personnalisé ou personnifié, je vais faire comme si je ne savais pas qu'il était là. Je ne vais rien changer dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à aller travailler, même en étant sous chimio, etc. Parce que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse comme si de rien n'était. Et il y a une équipe médicale qui a fait de longues études pour pouvoir me soigner. Je ne suis pas médecin. Donc, je savais que j'étais entre de bonnes mains, tout simplement parce que je suis en France et qu'en France, on a un bon... un bon système. Un bon système de santé. Donc, j'étais en confiance. Vous, à partir du moment où ce diagnostic vous est donné, vous rentrez dans un système de soins. Vous m'avez parlé de chimiothérapie. Ça commence assez vite. Ah ouais, j'étais assez bluffée du timing. En fait, ça me faisait un peu penser à la Formule 1. Vous savez, quand il y a une voiture qui arrive et qu'ils arrivent tous à démonter les roues en 30 secondes, la voiture est déjà... en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai plein de médecins qui sont arrivés. Il y en a un qui m'a posé le porte-à-4 pour pouvoir machin. Passer la chimio. Voilà, un coup, j'étais dans l'IRM. Enfin, voilà, tout s'est très vite passé. Et puis, le jour de la chimio a été assez impressionnante parce que je me suis dit, ça y est, c'est là. Ça se passe comment, d'ailleurs ? Parce que, vous savez,
on entend souvent parler de chimiothérapie, mais il y a plein de gens, je m'en suis rendu compte, qui ne savent pas comment ça se passe, qui ne savent pas ce que c'est. On arrive dans une salle avec des fauteuils un peu spéciaux, puis voilà, l'infirmière arrive avec un gros chariot, et puis on nous met un produit. Et et puis en fait, comme dans le produit, il y a un peu de cortisone, il y a des trucs un peu, tout le monde est KO. Moi, j'ai cru que j'allais me faire des copines de chimio et qu'on allait papoter. Et en fait, non. Il ne se passe rien. Je mets les bouquins que j'avais ramenés pour lire très rapidement. Donc en fait, c'est que des gens qui sont comme ça, à moitié comateux. Parce que vous ne pouviez pas lire non plus ? Non, ça met KO, quoi. Ah oui, ça met KO. Ouais. D'accord. Et donc, en plus, c'était pendant la période du Covid, donc il n'y avait pas d'accompagnateur. On ne pouvait pas avoir d'accompagnateur. Ouais. Donc, on était là, dans notre salle. Parfois, j'étais en chambre. J'avais compris que pour avoir la chambre, il fallait avoir un suivi psy. Donc, j'avais dit OK pour la psy. D'accord. En vérité, j'en avais aussi un peu besoin. Ah oui, bien sûr. Mais voilà. Et sinon, voilà, le produit passe dans le corps. Mais je pense que en tout cas, moi, j'ai pris conscience que c'était pas du bluff et que j'étais vraiment malade. Alors au moment du diagnostic, oui, mais ça reste un peu flou. C'est un peu quand on vous annonce la mort de quelqu'un, vous y croyez que quand vous allez à l'enterrement. Le voir, et qu'il est dans le cercueil. Moi, la prise de conscience, ça a été quand il a fallu m'injecter le produit, je savais qu'il n'y avait pas de retour possible. C'est OK. Là, c'est devenu concret. C'est devenu concret. Mmh. En tout cas, pour moi, c'était... Parce qu'en plus, qui dit chimio, dit perte de cheveux, perte de cils, donc tous les choses visibles de du traitement arrivent très rapidement aussi. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé pour vous ? Ouais. Mais j'ai de la chance, j'ai un beau crâne. D'accord. Ce qui fait que j'étais pas trop dégueu. D'accord. Donc non, vous êtes bien adapté. Ouais. Physiquement, j'aurais pu sortir sans perruque. On aurait pu imaginer que c'était un nouveau style. Mais beaucoup de personnes disent qu'à l'annonce du cancer, ils pensent tout de suite à leurs cheveux. Et c'est un truc assez bizarre parce que j'ai tenté d'écrire un bouquin, enfin voilà, c'est pas sans prétention. Et c'est effectivement, c'est ce que j'écris en disant, mais ce gars a fait 10 ans d'études pour que je lui demande si je vais perdre mes cheveux. En fait, c'était mon inquiétude du moment. Alors oui, je lui ai demandé quand j'allais mourir. Il n'a pas pu me répondre, heureusement. Et après, deuxième question, je vais perdre mes cheveux. Je trouve que c'est bizarre. Ça vient c'est mourir, perdre les cheveux. Comment ça se passe le rapport au médecin ? Parce qu'il devient, d'un seul coup, votre tout-puissant. Il a votre vie dans les mains, il a les réponses. On vous dit la vérité ? À votre avis, aujourd'hui, on dit la vérité, on annonce bien aux patients quel cancer il a, à quel stade il en est, pour justement, parce qu'on parle de l'aspect psychologique très important dans le combat qu'on mène contre la maladie. Qu'avez-vous à me dire là-dessus ? En fait, moi, mon médecin, j'ai été soignée à Pompidou, donc pas très loin de vos studios. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on m'a dit que j'avais un cancer. C'est-à-dire que mon médecin me l'a dit, mon gynéco me l'a dit, ma gynéco me l'a dit, l'oncologue l'a dit, l'infirmière d'annonce. En fait, c'est très protocolaire. C'est-à-dire qu'il y a un protocole, il y a un certain nombre de personnes qui doivent annoncer au malade qu'il a un cancer, expliquer le cancer. Donc ça, on me l'a dit, et même à la fin, j'en avais marre qu'on me le dise. C'est bon, j'ai un cancer, je ne suis pas sourde, je ne suis pas bête, j'ai compris. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été bien informée, bien soutenue. On m'a proposé un suivi psy assez rapidement. Je ne comprenais pas trop au début. Et après, j'ai compris, quand on m'a retiré mon sein, j'ai encore plus compris le besoin d'une psy. Oui. Je pense que là, il y a un vrai travail à faire d'acceptation et puis surtout de
d'acceptation des solutions aussi, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de solutions. Ce qui est violent, c'est d'avoir été confronté à la mort. Et de finalement, par chance, non, je suis là. Mais il faut continuer avec avec ça. Vous êtes resté combien de temps, combien de laps de temps avec justement cette idée que la mort pouvait s'imposer? De manière forte du diagnostic jusqu'au rayon, on va dire. Parce que même l'ablation du sein, la mastectomie, dans la mesure où il y a encore un traitement fort derrière, on n'est pas trop sûr. Et je serai complètement sereine quand ma période de rémission sera passée. Vous en êtes où là, Là, exactement? il me reste 2 ans encore. On dit que dans les 5 ans, s'il n'y a pas de récidive dans les 5 ans, on est peinard. D'accord. Donc ça, c'est une constante, normalement. Ouais. Ouais. Mais bon, je préfère me dire que... Là, pour moi, je dis que je suis guérie Oui. dans ma vie de tous les jours pour avancer. Mais je garde en tête que potentiellement, je continue de prendre les médicaments qui sont censés éviter la récidive. La vie, donc, est beaucoup plus intense depuis. Elle est beaucoup plus vraie, elle est beaucoup plus intense, oui. Et pas parce que je me dis que c'est la dernière minute qu'il faut que j'en profite au max, mais parce que il faut vivre la vie telle qu'elle est. Donc apprécier tout ce qu'elle nous apporte, de bon ou de mauvais. Est-ce à dire que vous appréciez aujourd'hui des choses que vous n'observiez pas avant, que vous ne regardiez pas avant? Ou alors je faisais ça et puis j'ai dit ouais, on verra plus tard, la fameuse roue. Mais oui, maintenant, moi par exemple, le matin, j'habite à côté, donc dans Paris, j'ai les oiseaux. Oui. Donc j'ouvre ma fenêtre. Les abeilles. J'écoute. J'ai un peu peur des guêpes et des abeilles, alors du coup, un peu moins. Mais en tout cas, des petites choses toutes simples comme ça qui font que, oui, c'est la vie. Les oiseaux, c'est la vie. Il pleut, ouais, il pleut, mais c'est sympa aussi. Voilà, maintenant, j'apprécie d'être avec mes amis. J'apprécie un éclat de rire. Je vais vraiment l'apprécier. Ouais, et le vivre, quoi. Est-ce que ça a déclenché une vocation chez vous ou des choses nouvelles, vraiment des choses auxquelles vous n'auriez pas avant pu penser ou penser ne pas pouvoir accéder? Est-ce que ça a amené des choses nouvelles? Alors la nouveauté peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment une nouveauté pour moi et du coup ça me transforme, c'est de ne plus subir les choses. Donc forcément quand on a été habitué à dire non, à dire oui quand on voulait dire non, ou à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire, ça change. Alors, ça change beaucoup. C'est un détail, mais c'est pas un truc fulgurant où je me mets à faire de la peinture et à devenir une grande artiste. Mais ceci dit, savoir dire non, c'est assez fulgurant quand même. Oui, moi je suis contente de pouvoir dire non. Et c'est un changement, c'est pas le changement, mais c'est un grand changement pour d'apprendre à dire non. Merci Magdeleine. De rien. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me retrouver tous les soirs sur Europe 1, bien évidemment, de 22h15 à 1h du matin, ou la libre antenne en podcast, que vous pouvez retrouver sur l'application de votre choix, mais surtout sur europe1.fr.